Ce jour-là, elle avait rendu ses clés, signé 3 formulaires, et personne n'avait levé les yeux. Dans sa poche, une convocation pour la commission de réforme et le numéro d'un psychologue militaire qu'elle n'appellerait pas. Derrière elle, dans le couloir, son chien malinois attendait assis, les oreilles droites, comme s'il montait encore la garde pour quelque chose qui n'existait plus. Un notaire lui avait lu un testament à voix basse dans un bureau qui sentait le papier humide. Un vieux mât en Provence, une oliveraie à moitié morte, et au fond d'un jardin que personne n'avait touché depuis 6 ans. Un garage fermé à la cire. Son cousin de Lyon avait ri, pas méchamment, juste assez. Des ruines et de la lavande sèche, ça ne nourrit personne. Mais son chien, lui, n'avait pas ri. Il avait trotté droit vers ce garage et il n'avait plus voulu bouger. Ce qu'Élise a découvert derrière cette porte, d'abord sous la bâche, puis sous le plancher, puis au fond d'une boîte scellée à la cire, ne valait pas que de l'argent. Ça valait 47 vies. Et ça lui a rendu la sienne. Si vous avez déjà hérité du silence de quelqu'un sans en comprendre le poids, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle est la personne dont vous auriez voulu mieux connaître l'histoire avant qu'il soit trop tard? Élise Auclair descendit du train à Avignon à 14h22, quand le soleil tapait presque à la verticale sur le quai et que la pierre blanche du ballast faisait mal aux yeux. Elle marchait lentement, non par fatigue, mais parce qu'elle avait appris à compter chaque pas. Dans la main gauche, une canne en aluminium réglementaire, la poignée usée par 3 mois d'hôpital. Dans le dos, un sac de treillis d'une trentaine de kilos. Le même poids qu'au Mali, sans le gilet par éclat. Boomer marchait à sa gauche, en laisse courte. Le Malinois de 8 ans trottinait la tête basse, oreille droite, sans regarder les voyageurs qui s'écartaient sur son passage. Il avait la même façon qu'Élise de balayer l'espace du regard. Méthodique, rapide, sans s'arrêter sur rien. Deux réformés qui avançaient ensemble dans le même silence. Le hall de la gare sentait le café brûlé et la pierre chaude. Élise prit un taxi sans négocier le prix. Elle donna le nom du village au chauffeur, Saint-Rémy de Mauriac, et l'homme hocha la tête sans un mot. Il avait une 60aine d'années, des mains épaisses sur le volant, une veste de velours côtelé malgré la chaleur. Pendant 21 minutes, il ne dit rien. Ce fut quand il quitta la nationale pour prendre la départementale que le nom Auclair lui sortit de la bouche, presque malgré lui. « Vous êtes de la famille d'Henry ?» Élise tourna la tête vers lui. Sa petite fille. Le chauffeur ne répondit pas tout de suite. Il regarda la route, un ruban droit entre 2 rangées de cyprès, et ses mains se resserrèrent légèrement sur le volant. « Je vois, » dit-il enfin. Et il ne dit plus rien jusqu'à destination. Ce silence-là, Élise le connaissait. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire. C'était le silence de quelqu'un qui choisit de ne pas le dire. La route traversait une plaine d'oliviers. Les arbres étaient vieux, tordus, avec des troncs comme des poings fermés. Le ciel au-dessus était d'un bleu dur, sans nuages, la lumière blanche sur les pierres calcaires. Élise pensa au Mali, le même ciel blanc, la même lumière sans ombre. Et elle déplaça son regard vers Boomer, qui regardait le paysage par la vitre entr'ouverte, truffe tendue vers l'extérieur. Elle avait appris ça à l'hôpital militaire de Percy, quand un souvenir remontait trop vite. Fixer quelque chose de concret. La nuque du chauffeur, le tableau de bord, la patte droite de Boomer posée sur la banquette. Saint-Rémy de Mauriac apparut au détour d'un virage. Un clocher, un château d'eau peint en beige, une rangée de platanes. Le taxi s'arrêta à l'entrée du village. « Je ne vais pas plus loin avec la voiture, » dit le chauffeur. Il désigna un chemin de terre qui partait entre 2 murets de pierre. « Le mas des Oliviers, c'est au bout, 10 minutes à pied. » Il prit les billets qu'Élise lui tendait, les compta sans se presser et ajouta, sans la regarder, « Prenez soin de vous, mademoiselle Auclair. » Le chemin sentait le thym. Élise avançait sur les galets du chemin creux, la canne plantée dans la terre sèche à chaque pas impair. Boomer marchait librement maintenant, sans laisse, le nez au sol puis relevé selon un rythme qui lui était propre. Les oliviers de chaque côté étaient hauts, leurs feuilles argentées frémissant dans le vent chaud. Au bout du chemin, un portail en fer forgé rouillé, entr'ouvert.
Un mât provençal du siècle dernier. Façade en pierre calcaire, volets bleus délavés fermés sur toutes les fenêtres, tuiles romanes dont quelques-unes avaient glissé sur le côté. Élise poussa le portail. Il grinça. Boomer entra dans la cour, fit 3 pas et s'arrêta net. Ses oreilles pivotèrent. Il renifla l'air longuement, comme s'il prenait une décision, puis il s'assit au milieu de la cour et refusa d'avancer. Élise le laissa faire. Elle connaissait ce comportement, cette façon qu'il avait de se figer quand quelque chose méritait qu'on s'arrête. Elle fit le tour de la cour seule, testant du pied les dalles de pierre, poussant les volets du bout de la canne. La lavande dans les jardinières des étaient sèche, morte depuis des saisons. Un rosier sans fleurs courait le long de la façade. Une table de jardin en fer, renversée par le vent ou par personne, gisait sur le côté près du puits. 6 ans que personne n'était entré ici. 6 ans que le mas des oliviers attendait. La clé du portail ouvrit aussi la porte principale. L'intérieur sentait la pierre froide, la lavande fanée, et quelque chose d'autre, une odeur d'huile de lin peut-être, ou de vieux bois frotté. Le couloir était sombre. Élise trouva l'interrupteur à tâtons, et la lumière jaune du plafonnier éclaira une cuisine carrelée de blanc cassé, des faïences de moustier au-dessus de l'évier, une table de bois massif avec 2 chaises. Elle posa son sac. Boomer entra enfin, traversa le couloir sans s'arrêter, et alla se coucher sous la table. C'est là qu'Élise la vit. Une tasse. Posée à droite de l'évier, près du robinet, comme on pose une tasse quand on vient de la rincer et qu'on va s'en resservir tout à l'heure. Une tasse épaisse, blanche, avec une fine fissure marron sur l'anse. Rien d'autre sur l'égouttoir. Rien dans l'évier. Juste cette tasse-là, posée à sa place depuis 6 ans, comme si son grand-père Henri venait de sortir dans le jardin et allait revenir. Élise resta debout devant l'évier un long moment. Elle ne pleura pas. Elle posa la main sur la tasse. La porcelaine était froide. Et elle la laissa là. Dehors, le mistral se levait. Elle l'entendit d'abord dans les cyprès. Un souffle long, continu, qui ne ressemblait à rien d'autre. Puis il cogna contre les volets du premier étage et les fit trembler dans leurs gonds. Boomer dressa la tête sous la table. Élise, sans réfléchir, prit la tasse dans ses 2 mains et la tint serrée contre elle jusqu'à ce que la céramique se réchauffe un peu. La nuit tomba vite. Elle mangea debout, une boîte de cassoulet réchauffée sur la gazinière à 3 feux. Elle trouva des draps dans l'armoire du couloir, sentant le lavande séché et la naphtaline, et fit le lit de la chambre du bas. Boomer sauta sur le lit sans y être invitée, ce qu'elle ne lui permit jamais d'habitude, et cette fois, elle ne dit rien. Elle éteignit la lumière. Dehors, le mistral continuait. Élise fixa le plafond, les yeux ouverts, et attendit que le sommeil vienne. Comme elle attendait chaque nuit depuis le Mali, en sachant qu'il viendrait en retard, cassé, et qu'il repartirait trop tôt. À 3h17, elle se réveilla en sursaut au claquement d'un volet qui avait cédé quelque part à l'étage. Le cœur battait fort. Boomer était déjà assis sur le lit, la regardant. Elle posa une main sur son flanc chaud et attendit que son pouls la descende. Quelque part dans le jardin, sous le vent, elle crut entendre autre chose. Pas un volet, pas un arbre. Quelque chose de sourd, de régulier. Comme un grognement de moteur très vieux, très lointain, ou peut-être rien d'autre que le mas qui travaillait dans le vent de la nuit. Elle referma les yeux. Boomer, lui, continua à regarder vers la cour. La première nuit au mât des oliviers fut longue. Élise dormit par fragments de 20 minutes, les bras le long du corps comme en position de repos réglementaire, et chaque fois qu'elle se réveillait, elle entendait le mistral qui poussait contre la façade avec la régularité d'une marée. Boomer ne dormait pas vraiment. Il somnolait, la tête posée sur les pattes avant, mais ses oreilles pivotaient à chaque rafale, à chaque craquement du bois ancien, comme 2 antennes indépendantes de son corps endormi. À 6h du matin, une lumière blanche et froide entrait par les fentes des volets. Élise se leva, enfila son pantalon de treillis et sa veste en polaire, et alla mettre de l'eau à chauffer. Elle n'avait pas de café en grains. Elle avait oublié d'en acheter à Avignon.
et elle trouva dans le placard une boîte de chicorée soluble, probablement vieille de plusieurs années. Elle en fit quand même. Boomer sortit dans la cour dès qu'elle ouvrit la porte. Il disparut entre les oliviers, revint en quelques minutes, mais au lieu de rentrer dans la cuisine, il s'arrêta au milieu de la cour et se tourna vers le fond du jardin. Élise le regarda depuis le seuil. Le Malinois regardait dans une direction précise, derrière les oliviers, là où une allée de lavande morte conduisait vers ce qui ressemblait à un muret de pierre. Elle n'y fit pas attention dans l'immédiat. À 7h30, un coup bref fut frappé au portail. Élise posa sa tasse de chicorée et alla ouvrir. Une femme d'une cinquantaine d'années se tenait là, petite, énergique, avec un tablier blanc sous un manteau de laine. Elle tenait contre elle une grande fougasse encore chaude enveloppée dans du papier journal, et elle souriait avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui a décidé d'avance que sa visite serait la bienvenue. « Élodie Marchand, dit-elle. La boulangerie, c'est à 200 mètres. Je vous ai vu arriver hier, je me suis dit, elle ne sait peut-être pas où est le four à pain. » Elle tendit la fougasse. Ça se mange chaud. Élise prit le pain. Il sentait l'huile d'olive et le romarin. Merci, dit-elle. Et parce qu'Élodie ne faisait pas mine de repartir, elle ajouta entrez, si vous voulez. Elles s'assirent à la table de la cuisine, la fougasse entre elles. Élodie regardait la pièce avec une curiosité discrète mais absolue, les yeux qui font le tour sans que la tête bouge. Boomer vint renifler ses chaussures, décida qu'elle ne représentait aucun danger et alla se recoucher sous la table. « Il fait quoi, le gros ?» demanda Élodie en désignant le Malinois du menton. « Il surveille, » dit Élise. Élodie hocha la tête comme si c'était la réponse la plus normale du monde. « Le mât est en bon état, dit-elle. Henri faisait entretenir la toiture tous les 3 ans. La chaudière, il l'a fait changer en 2018. Elle déchira un coin de fougasse. Vous restez longtemps? Je ne sais pas encore. Élodie acquiesça sans insister. Elle parlait du village comme on parle d'une famille, avec tendresse et une légère irritation mêlée. Le boulanger d'en face qui avait racheté la cave coopérative pour en faire un gîte. Le maire qui voulait installer des panneaux solaires sur le toit de l'église. La route départementale refaite enfin après 10 ans de demande. Puis, presque par hasard, comme on dit une chose banale, votre grand-père, il était discret. Un homme bien, mais discret. Elle reprit un morceau de pain. Il ne laissait jamais personne entrer dans le garage du fond, même pas le plombier quand la canalisation a cédé en 2015. Il est allé chercher lui-même les joints à Avignon, plutôt que d'appeler quelqu'un. Élise releva les yeux. Le garage du fond, derrière les oliviers. Élodie désigna vaguement la cour. Une petite construction en pierre séparée du mas. Henri y passait des heures quand il était encore vaillant. Elle haussa les épaules. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Personne ne sait. Après le départ d'Élodie, Élise explora le mât de façon méthodique, pièce par pièce, comme elle inspectait un véhicule avant une mission. Elle notait mentalement, pas sur papier, ce qui était là, ce qui manquait, ce qui méritait qu'on y revienne. La chambre du haut sentait le cèdre et la vieille laine. L'armoire contenait des chemises d'homme pliées avec une précision militaire, des pulls de laine épaisse, une veste de velours marron. Dans le tiroir de la table de nuit, un chapelet en bois d'olivier, une paire de lunettes à monture ronde et un carnet dont les pages étaient vierges, sauf la première. Une liste de noms en colonne, 7 noms, avec des dates, sans autres explications. Élise referma le tiroir. Dans la salle de séjour, les photos. Un mur entier de cadres en bois. Certains de travers, d'autres redressés à l'équerre. Des photos en noir et blanc d'abord, puis en couleurs avec les années. Un jeune homme en costume le jour de sa communion. Un homme de 40 ans devant un garage ouvert, les manches retroussées, les bras croisés. Une photo de mariage floue sur les bords. Et quelque part, dans un cadre plus petit, coincé entre 2 autres, une photo d'un bébé dans les bras d'un vieil homme assis. Henri, les cheveux tout blancs, les lunettes rondes, un sourire dont Élise ne se souvenait pas.
Elle décrocha ce cadre. Elle le retourna. Au dos, une inscription au stylo bille bleu. Élise, 14 mois. Juillet 1993. Elle le reposa soigneusement à sa place. Sur le buffet, une médaille militaire dans un écrin de velours rouge. Une médaille de la Résistance, avec son ruban noir et rouge. Élise la prit dans sa main. Elle était lourde, plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle la retourna. Gravé au dos. Henri Auclair, 1944. Elle n'avait jamais su que son grand-père avait cette médaille. Sa mère ne lui en avait jamais parlé. Personne ne lui en avait jamais parlé. Dans le tiroir du buffet, un livret de famille. Elle l'ouvrit à la page des naissances. Henri Auclair, né le 3 mars 1922 à Saint-Rémy-de-Mauriac. Et en dessous, une deuxième naissance. Lucien Auclair, né le 17 septembre 1925 à Saint-Rémy-de-Mauriac. Un frère, dont la date de décès était inscrite à l'encre différente, plus récente peut-être, ou simplement plus appuyée. 12 novembre 1944. 29 ans. Henri avait un frère mort pendant la guerre. Un frère dont Élise n'avait jamais entendu le nom. Elle referma le livret et alla dans la cour. Boomer l'attendait au milieu des oliviers. Il regardait vers le fond du jardin, vers l'allée de lavande morte. Quand il la vit arriver, il se leva et trottina dans cette direction, s'arrêtant tous les 3 mètres pour vérifier qu'elle suivait. La petite construction en pierre était là, cachée derrière les derniers oliviers. Basse, solide, avec un toit de tuiles moussues et une porte en bois épais cerclée de métal rouillé. Boomer s'assit devant la porte et se mit à gratter le bois de sa patte droite, régulièrement, avec une insistance calme. Élise tira le trousseau de clés de sa poche. Il y en avait une dizaine. Elle les avait trouvées accrochées au panneau à clé de l'entrée, chacune portant une étiquette en carton écrite à la main. Portail, maison, cave, poulailler. Remise. Pas de clé pour le garage. Elle essaya quand même. L'une après l'autre, chaque clé du trousseau, dans le vieux cadenas Ronis accroché à la porte. Aucune n'entrait. Le cadenas était solide, pas rouillé, huilé même, régulièrement entretenu. Et quand Élise s'approcha de la serrure pour mieux voir, elle remarqua quelque chose d'autre. La serrure avait été bouchée à la cire. Une cire sombre, coulée avec soin dans l'ouverture, lisse comme si on l'avait lissée du doigt. Quelqu'un avait voulu que cette porte reste fermée. Pas pour empêcher les voleurs. Un cadenas Ronis aurait suffi. Non. Quelqu'un avait voulu s'assurer que rien ne s'ouvre par accident, par erreur, par curiosité. Que la serrure elle-même ne serve à rien. Boomer grattait toujours. Élise posa la main à plat sur le bois de la porte. Elle était froide malgré le soleil. Elle sentait l'huile vieille et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer, une odeur d'avant, d'ancien, de temps arrêtés. Elle recula d'un pas et regarda la porte longtemps. Puis elle rentra chercher son téléphone pour appeler Élodie. La disqueuse appartenait à Bruno, le mari d'Élodie, un homme grand et silencieux qui la lui apporta lui-même dans la demi-heure sans poser de questions, avec 2 disques de rechange et un masque de protection. Il repartit aussi vite qu'il était venu. Élodie, elle, resta au portail, les bras croisés sur son tablier blanc, à observer depuis la distance. Élise mit le masque, fit tourner la lame sur le cadenas Ronis. Les étincelles partirent dans le soleil de midi. Boomer s'écarta de 3 pas et s'assit un peu plus loin. Patient, le cadenas céda en moins d'1 minute. Une belle coupe propre à travers l'anse. Élise l'ôta et poussa la porte. Elle résista d'abord, gonflée par des années d'humidité dans les joints, puis elle céda d'un coup avec un grincement profond, et un nuage de poussière roula vers l'extérieur, chaud et sec, chargé d'une odeur qui fit battre quelque chose dans la poitrine d'Élise avant même qu'elle la reconnaisse. Huile moteur. Vieille huile moteur, du genre qui reste dans les fibres d'un plancher en bois après des décennies. Et dessous, presque imperceptible, quelque chose de sucré. Cuir chaud peut-être, ou caoutchouc vieux, ou les deux ensemble. L'intérieur était sombre. La seule lumière venait de la porte ouverte et d'un vasistas poussiéreux haut dans le mur du fond.
Élise laissa ses yeux s'adapter. Le sol était en planche de chêne, épaisse, noircie par endroits. Les murs de pierre nue, et au centre de la pièce, occupant les trois quarts de l'espace disponible, une forme massive couverte d'une bâche goudronnée noire, attachée aux quatre coins avec des sangles de cuir. Boomer entra sans hésiter. Il s'approcha de la forme, la renifla sur tout son pourtour avec méthode, puis il fit quelque chose qu'Élise ne l'avait jamais vu faire. Il alla s'asseoir le long du côté gauche de l'objet recouvert et posa sa tête sur le bord de la bâche. Calme, comme s'il avait trouvé l'endroit où il devait être. Élise s'avança. Elle dénoua les sangles de cuir une par une. Elles étaient que raides mais intactes, tannées pour durer. La bâche était lourde, dense, imperméable. Elle en saisit le bord à deux mains et tira d'un geste lent, révélant d'abord un aile arrondie, noire, brillante malgré la poussière. Puis une portière. Puis le toit plat, d'un noir mat. Puis le capot long et droit, le pare-choc chromé terni. Et enfin la totalité de la voiture qui apparut dans la lumière oblique du vasistas, massive et nette, comme si quelqu'un l'avait garée là hier soir. Une Citroën traction avant. Noire. Les pneus étaient à plat, les chambres à air desséchées depuis longtemps. La carrosserie portait une fine couche de poussière grise, uniforme, qui estompait les reflets sans les effacer. Mais sous la poussière, l'acier était intact. Pas une bosse. Pas une rayure visible. Les chromes du pare-brise et des fenêtres latérales étaient ternis mais entiers. Élise fit le tour lentement. Elle posa la main sur le capot, là où la tôle était la plus froide. Elle ne dit rien. Boomer ne bougea pas de sa place. Au mur du fond, elle remarqua les outils, alignés sur des chevilles de bois avec une précision qui n'était pas celle d'un amateur. Chaque outil à sa place, du plus petit au plus grand, les manches tous orientées dans le même sens. Des clés plates, des douilles, un jeu de tournevis, un marteau de carrossier, une paire de pinces à riveter. Et, entre les outils, accroché à un clou, un calendrier. Élise s'approcha. Le mois affiché était mars 1962. Le calendrier s'était arrêté là, comme si son grand-père avait décroché le suivant en avril de cette année-là, et avait oublié de le remplacer, ou décidé de ne pas le faire. À côté du calendrier, un cadre en bois simple avec une photo. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, en costume sombre, les cheveux plaqués en arrière, debout devant l'attraction. Il regardait l'objectif avec un sérieux qui n'était pas de la gravité, mais de la concentration. Les yeux d'un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Élise reconnut quelque chose dans ce regard. Pas un souvenir. Quelque chose de plus physique. La façon dont les yeux étaient là posés dans le visage, légèrement inclinés, avec cette ligne droite entre les sourcils. Son grand-père Henri, avant qu'elle naisse. Elle s'accroupit devant la portière avant gauche et passa la main sous le siège, par réflexe. Le geste qu'on fait pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Ses doigts rencontrèrent à peine d'abord le ressort du siège, puis la tôle du plancher, puis quelque chose de petit et de dur. Elle le sortit avec précaution. Un crucifix en bois d'olivier. Petit, poli par des années de doigts. Et derrière lui, vissée dans le métal du plancher, une plaquette métallique ovale. Élise l'approcha de la lumière du vasistas. H. A. 1944. Elle resta accroupie un moment, le crucifix dans une main et la plaquette dans l'autre. Boomer avait levé la tête et la regardait depuis son côté de la voiture. Au dehors, le Mistral avait repris. Élise entendait les oliviers qui frottaient leurs branches contre le mur de pierre. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle tenait dans les mains. Mais son pouls, lui, avait décidé quelque chose. Le lendemain matin, le Range Rover noir arriva à 8h30, avant même qu'Élise ait fini son café. Elle l'entendit se garer depuis la cuisine. Le moteur diesel, le claquement de la portière, pas le grincement du portail qu'elle avait huilé la veille au soir. Quelqu'un qui connaissait le loquet. L'homme qui traversait la cour avait environ 45 ans, peut-être un peu plus. Chemise blanche bien repassée, pantalon beige à plis, mocassins en cuir fauve, une montre au cadran surdimensionné qui captait la lumière de loin.
Il avançait d'un pas ample, la tête un peu penchée sur le côté. Le pas de quelqu'un qui entre dans un espace dont il pense avoir les droits. Boomer se leva. Pas un aboiement. Il se leva simplement et alla se planter dans l'encadrement de la porte de la cuisine, entre l'homme et Élise. Boomer, reste. Le Malinois s'assit mais ne détourna pas les yeux. L'homme s'arrêta à 3 mètres. Son sourire était large, professionnel, du genre exercé devant un miroir. Élise, c'est toi? Il ouvrit les bras comme pour une accolade qu'il n'entamait pas. Julien. Julien Auclair, le cousin de Lyon. Élise le regarda sans bouger. Elle se souvenait de lui vaguement. Un homme plus grand, plus jeune dans son souvenir, à l'enterrement d'une tante dont elle avait oublié le prénom. Il devait avoir 25 ans alors. Elle en avait 14. « Je t'ai cherché, continua Julien Auclair. J'ai appris par le notaire que tu avais hérité du mas. J'ai essayé de t'appeler. Tu n'as pas de portable? Si. Il attendit une seconde. Pas de numéro? Bien sûr, bien sûr. Il glissa les mains dans ses poches et fit le tour de la cour du regard, le même regard qu'un acheteur dans une salle des ventes. Tu vas remettre le mât en état? C'est un beau bien, tu sais. Les murs sont solides. Avec un peu de travail. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Le sourire ne bougea pas, mais quelque chose derrière se repositionna légèrement. Je voulais te voir, c'est tout. On est la famille. Il fit un pas vers l'entrée du garage, naturellement, comme s'il se promenait. Tu as eu le temps de faire le tour? Il paraît qu'il y a un vieux garage au fond du jardin. Élise posa sa tasse sur la table. Il paraît. Julien Auclair tourna son regard vers elle. Papy en parlait parfois. Une vieille voiture. Une bricole. Il haussa les épaules. Si tu veux, je peux t'en débarrasser. Avec mon réseau, je peux trouver quelqu'un qui prend ça pour les pièces. Je te propose 8 000 €. Ça t'évite les tracas. Il y eut un silence. Boomer ne quittait pas Julien des yeux. 8 000 €, dit Élise. C'est honnête pour une vieille ferraille rouillée. Ces trucs-là, les carrosseries partent en morceaux dès qu'on les déplace. Élise réfléchit. Pas à l'offre. Elle réfléchissait à autre chose. À la façon dont Julien avait dit « le garage au fond du jardin », sans qu'elle lui en ait parlé. Elle lui avait dit bonjour dans la cour. Rien d'autre. Et au mot « rouillé », prononcé avec une certitude qui ne venait pas de la vue, parce que Julien Auclair n'avait pas mis un pied dans ce garage. « Je vais y réfléchir, dit-elle. Il repartit avec son sourire de professionnel, le même qu'à l'arrivée, un peu plus serré au coin. Le Range Rover redémarra dans le chemin de terre. Élise attendit que le bruit du moteur disparaisse derrière les cyprès, puis elle retourna dans le garage. La traction avant était là, dans la lumière du vasistas. Élise prit une lampe de poche dans son sac et s'allongea sous le châssis. Elle passa l'heure suivante à inspecter la structure. Les longerons, les traverses, les points de soudure, le berceau moteur. Elle connaissait les tractions d'avant-guerre pour en avoir vu 2 ou 3 en pièces détachées lors d'une formation à Saumur. Et ce qu'elle voyait ici n'était pas ce que Julien avait décrit. Aucune rouille structurelle. Les longerons étaient sains, les soudures d'origine intactes. Quelqu'un avait traité le dessous de caisse avec de la cire microcristalline, probablement dans les années 70 ou 80. Et l'acier avait tenu. Le moteur était scellé avec du ruban adhésif noir sur les orifices d'entrée d'air et sur l'échappement. Élise retira délicatement un bout de ruban sur la pipe d'admission et renifla. Pas d'eau, pas d'oxydation visible sur les parois. Elle ressortit de sous la voiture. Elle chercha le compteur kilométrique dans l'habitacle. L'aiguille indiquait 12 400 km. Une traction. Avant de 1947, avec 12 400 km au compteur, carrosserie intacte, châssis sain, moteur scellé. Une voiture comme celle-là, sur le marché des véhicules de collection, ne valait pas 8 000 €. Elle en valait au moins 150 000. Peut-être 200 000 selon l'histoire et la documentation. Julien Auclair le savait, et il savait pour le garage.
Élise s'appuya contre l'aile de la traction et regarda Boomer, qui s'était recouché le long du flanc gauche de la voiture. « Tu l'as senti dès son entrée dans la cour, dit-elle. Moi, il m'a fallu 20 minutes. » Boomer posa son museau entre ses pattes et ferma les yeux à moitié. Le soir, Élise monta au grenier pour la première fois. Non pas pour chercher quelque chose, pour mettre de l'ordre dans sa tête. Elle avait appris ça à l'armée. Quand les pensées tournaient trop vite, changer d'étage, changer d'air. Le grenier du mât des Oliviers était bas de plafond, avec des poutres de chêne noircies, un plancher de planches inégales et une seule petite fenêtre donnant sur les oliviers. Des cartons, des malles, des meubles recouverts de draps blancs jaunis. La poussière formait une couche uniforme sur tout, comme une neige de printemps retombée depuis longtemps. Boomer montait derrière elle, soufflant légèrement dans l'escalier étroit. Il renifla l'air, se dirigea vers un coin du grenier et d'un mouvement d'épaule renversa une malle en bois cerclée de métal rouillé. La malle tomba sur le côté dans un nuage de poussière. Boomer s'écarta et la regarda. Élise s'approcha. La malle n'était pas fermée à clé. Le loquet était juste retenu par une languette de cuir. Elle l'ouvrit. Dessus, replia avec soin un vêtement sombre. Elle le déplia, une veste civile, noire, ancienne, avec des boutons de bakélite. Dessous, soigneusement roulé, un brassard de tissu blanc portant les lettres FF en noir, Force française de l'intérieur. Elle le posa à côté d'elle sur le plancher. Il y avait aussi une petite lampe à pétrole, le réservoir encore mi-plein, le verre intact, et une boîte en bois plat, format album, en cuir brun foncé dont les coins étaient renforcés par des coins de métal. L'album sentait le tabac froid, pas la cigarette, la pipe, quelque chose de plus doux et de plus vieux. Élise l'ouvrit sur la première page. Des photos, toutes en noir et blanc. Des visages, des groupes, des instants figés avec cette qualité particulière des photographies de guerre, à la fois floues dans les détails et sèches dans la lumière. Élise tourna les pages lentement. Des hommes en tenue civile, jamais en uniforme. Des maisons de village. Une route de montagne. Une ferme dans une prairie large. Elle arriva à une page que quelqu'un avait marquée avec un signet de papier plié. Une seule photo, grande format pour l'époque, collée avec soin sur le carton brun de l'album. La photo montrait l'avant d'une voiture noire. La traction, garée devant ce qui ressemblait à une garde-bourg. Et devant la voiture, un groupe de personnes. Au centre, un jeune homme qu'Élise reconnut sans hésiter. Son grand-père Henri, 22 ans peut-être, la même mâchoire, le même front, les cheveux plaqués comme sur la photo du garage. À sa gauche et à sa droite, des adultes en manteau sombre. Et au premier plan, 2 enfants. 2 enfants d'environ 8 et 10 ans, un garçon et une fille. Habillés chaudement malgré ce qui semblait être la saison chaude. Et sur leurs manteaux, cousus à hauteur de poitrine, des étoiles à 6 branches en tissu jaune. Élise resta immobile. Elle retourna la photo. Une écriture régulière au crayon que le temps avait un peu effacée. Passage numéro 9. Tous arrivés à Digne. Dieu merci. Juin 1944. Elle resta longtemps sur le plancher poussiéreux du grenier, l'album sur les genoux, la photo dans la main, à regarder les 2 enfants étoilés qui souriaient devant la traction noire. Elle pensa à son grand-père qui n'avait jamais rien dit, qui avait tenu sa boulangerie, son garage, ses oliviers, ses silences. Qui lui avait caressé la tête quand elle avait 14 mois et qu'il avait 72 ans? Qui était mort à 98 ans dans ce mas, avec ses médaillas dans un tiroir de buffet et ses photos dans un grenier fermé. Elle comprit pour la première fois que le silence de son grand-père Henri n'était pas de la froideur. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était le poids de quelque chose qu'on a fait, qu'on a dû faire, et qu'on ne peut pas raconter parce que les mots ne sont pas à la bonne taille. Boomer vint poser sa tête sur son genou. Dehors, les cigales avaient commencé à chauffer timidement pour la première fois de la saison. Il faisait encore trop froid pour elles, mais elles essayaient quand même. Au bas de la page de l'album, sous la photo, quelqu'un, la même écriture, le même crayon, avait ajouté un chiffre, entouré 2 fois,
47. L'église de Saint-Rémy de Mauriac était ouverte tous les matins jusqu'à midi. Élise le savait parce qu'Élodie le lui avait dit en passant, 3 jours plus tôt. Le père Mathieu ouvre à 7 heures et ferme à midi, et après c'est pour lui le vieil homme. Élise attendit 9 heures avant d'y aller. Elle n'avait pas voulu arriver avant. Le village s'éveillait lentement. La boulangerie d'Élodie avait ses lumières allumées depuis 5 heures du matin. On voyait la buée sur la vitre depuis la rue. Le café en face ouvrait ses volets à l'instant même où Élise passait. Un vieux tracteur Renault de vert traversa la place principale au pas, guidé par un homme en salopette qui ne regarda pas Élise mais gratifia Boomer d'un signe de tête sérieux. Le portail de l'église était en fer forgé, épais, mais il pivotait sans bruit. L'intérieur sentait la cire froide et la pierre humide. Les murs étaient en calcaire blanc, les bancs en bois de châtaignier. La lumière entrait par de petites fenêtres sans vitraux et traçait des rectangles nets sur les dalles du sol. Un homme était assis dans le premier banc, de dos. Petit, sec, vêtu d'une soutane noire à l'ourlet poussiéreux. Il se retourna au bruit des pas d'Élise sur les dalles, des pas et le tic-tac de la canne, et il la regarda arriver avec des yeux clairs derrière des lunettes rondes. « Tu as les yeux d'Henri, dit-il. » Ce n'était pas une question. Élise s'arrêta à 2 mètres. « On me l'a dit. » Le père Mathieu Bergeron se leva, lentement, avec les genoux d'un homme de 78 ans, et il la regarda des pieds à la tête avec la tranquillité de quelqu'un qui n'a plus peur de rien depuis longtemps. « Je t'attendais. Pas cette semaine précisément, mais je t'attendais. » Il l'emmena au presbytère qui jouxtait l'église par un couloir carrelé de rouge. La pièce principale sentait le livre humide et le vin chaud. Un poêle à bois ronflait dans un coin. Sur la table, une bouteille de vin de table et 2 verres. Pas à moitié vide, pas à moitié plein. Propre, en attente. Ils s'assirent. Le père Mathieu versa 2 verres sans demander. Boomer alla s'allonger devant le poêle comme s'il connaissait la maison. Ce que le vieux prêtre raconta dans l'heure qui suivit, Élise l'écoutait sans l'interrompre, les 2 mains serrées autour de son verre. Le réseau du Mistral. Elle n'en avait jamais entendu parler, pas dans les livres d'histoire au lycée, pas par sa mère, pas par son grand-père. 47 personnes, dit le père Mathieu, entre septembre 1943 et août 1944. Des familles juives principalement, des gens que des voisins avaient dénoncés ou qui avaient senti le vent tourner avant les autres, ou qu'on avait prévenu à temps. Des aviateurs alliés dont les appareils avaient été abattus au-dessus des Alpilles. Quelques résistants brûlés dont les noms étaient connus de la milice. Henri Auclair avait 21 ans au début du réseau. Il était mécanicien, il avait l'atelier de son père, une petite clientèle rurale, et surtout la traction avant, achetée en 1942 à un médecin d'Arles qui partait pour l'Algérie. Cette voiture avait été conçue à la fin des années 30 avec un double plancher optionnel pour les longs trajets, un espace technique sous le plancher de l'habitacle, accessible par le coffre, qui mesurait environ 90 cm de long sur 30 de haut. Pas confortable, mais assez grand pour un enfant. Assez grand pour 2 enfants serrés ou pour un adulte replié sur lui-même pendant 4 heures. Henri conduisait de nuit, le plus souvent. Saint-Rémy de Mauriac jusqu'à Digne-les-Bains, par l'école, en passant par des routes que la milice ne contrôlait pas encore. À Digne, un passeur prenait le relais vers les filières alpines. La dernière étape, Henri ne la faisait pas, il s'arrêtait à Digne et rentrait avant l'aube. 47 personnes. Le père Mathieu dit ce chiffre tranquillement, comme on dit un fait d'histoire. Puis il ajouta, en regardant son verre, « Ton grand-père ne m'en a jamais parlé directement. Je l'ai su comme tout le monde, par fragments, par années. Il ne voulait pas qu'on en fasse quelque chose. Il disait que ça lui avait pris de l'essence et du temps, et que c'était tout. » Élise pensa aux 47 noms dans le carnet du tiroir de la table de nuit, aux photos de l'album, aux chiffres entourés 2 fois au bas de la page. « Son frère Lucien, dit-elle. Le vieux prêtre la regarda. « Tu as trouvé le livret de famille. Mort en novembre 1944.
le père Mathieu posa son verre. Il regarda le poêle un moment. Lucien avait 19 ans. Il avait été approché par la milice. Quelqu'un avait vu l'attraction plusieurs fois de nuit sur la route de Digne. Ils voulèrent des noms, des dates, des itinéraires. Une pause. Lucien ne leur a rien dit. Il a été fusillé à Manosque le 12 novembre 1944. La pièce était silencieuse. Boomer soufflait doucement devant le poêle. Henri ne s'en est jamais remis, continua le prêtre. Sa voix était douce, pas plaintive, la voix de quelqu'un qui dit ce qui est. Il a continué les passages jusqu'en août 1944, 2 mois de plus après Lucien. Puis le réseau s'est dissous avec la Libération et Henri n'en a plus jamais reparlé. Il a garé l'attraction dans le garage, il l'a bâchée et il a vécu 40 ans de plus comme si cette voiture n'existait pas. Élise pensa à la cire dans la serrure. Elle pensa au calendrier arrêté à mars 1962. Elle pensa à la plaquette gravée sous le siège avant. H.A. 1944. Le père Mathieu se leva pour raccompagner Élise. Dans le couloir carrelé, il prit sa main entre les deux siennes. Des mains petites, sèches, très chaudes. Ton grand-père attendait quelqu'un pour ouvrir ce garage, Élise. Pendant 40 ans, il attendait. Il la regarda par-dessus ses lunettes rondes. Il savait que ce serait toi. Élise ne répondit pas. Le Mistral se levait dehors. Il entrait par le portail de l'église resté entrouvert et poussait dans le couloir une odeur de lavande et de pierre chauffée. Elle repartit vers le mas avec Boomer dans la lumière blanche du milieu de matinée. Elle ne se retourna pas. 3 nuits plus tard, Élise se réveilla à 3h17. Elle le sut avant d'ouvrir les yeux. Le même chiffre, chaque fois, les nuits où quelque chose n'allait pas. Son corps avait sa propre montre interne depuis le Mali, réglée sur cette heure-là. Elle ouvrit les yeux sur le plafond blanc de la chambre du bas et attendit une seconde que ses sens lui disent ce qui l'avait réveillée. Boomer n'était plus sur le lit. Il était debout près de la fenêtre, les pattes avant contre le mur, et il aboyait. Pas de l'aboiement de surveillance. Pas ce son bref et grave qu'il faisait quand une voiture passait ou qu'un sanglier traversait la lavande. C'était autre chose. Court, saccadé, urgent. Ses poils étaient hérissés depuis la nuque jusqu'au milieu du dos. Élise se leva d'un mouvement. La jambe gauche protesta. La nuit avait raidi les cicatrices. Mais elle était debout et chaussée en moins de 10 secondes. Elle tira le rideau. Une lueur. Orange, tremblante, qui dansait sur les oliviers du fond du jardin. Pas la lumière d'un réverbère. Pas un reflet. Une lueur vivante qui grandissait pendant qu'elle regardait. Le garage brûlait. Elle sortit par la porte de la cuisine sans réfléchir, en t-shirt et pantalon de treillis, sa canne accrochée à la poignée de porte qu'elle ne prit pas. Elle courut, en boitant, en cognant du genou contre les galets du chemin. Et quand elle arriva à la hauteur des oliviers, elle s'arrêta. La porte en bois du garage était en feu. Pas encore la structure de pierre. Les murs tenaient, les tuiles tenaient. Mais la porte brûlait sur toute sa hauteur, et une fumée noire et épaisse sortait par les interstices et par le vasistas du mur du fond. À travers la fumée, à 2 mètres d'elle, la chaleur était une chose physique. Une main qui repoussait. Élise se figea. Ce n'était pas la peur, elle avait connu la peur, c'était autre chose. C'était le signal d'arrêt que le cerveau envoie quand les entrées sensorielles dépassent le seuil de traitement. La fumée dans les poumons, la chaleur sur le visage, le craquement du bois, le son du feu qui mange. Tout ça ensemble et trop vite. Et dans un espace de 2 secondes, elle était revenue au Mali, dans le soufflet du véhicule, avec la fumée noire et le son que le métal fait quand il se tord. Elle ne bougea plus. Boomer lui attrapa le poignet. Pas un mordre. Ses dents se refermèrent sur le poignet gauche avec une précision chirurgicale, la gencive contre la peau et les canines à la limite du contact, et il tira. Doucement, mais fermement. Comme quelqu'un qui dit « Pas par là, par ici, suis-moi ». Élise sentit la pression sur son poignet et quelque chose en elle sortit du gel. Elle recula d'un pas, puis d'un autre.
Puis ses poumons fonctionnèrent à nouveau et elle toussa, pliée en deux pendant 5 secondes, les mains sur les genoux. Elle se redressa. La traction était à l'intérieur. Elle n'y pensa pas 2 fois. Elle contourna la porte en feu par la gauche, là où le mur de pierre était encore froid, et elle enfonça son coude dans le vasistas. La vitre s'effaça en 2 coups. La fumée sortit par l'ouverture. Elle ne rentra pas par là, trop haut, trop étroit. Elle revint vers la porte. La zone centrale brûlait toujours, mais les bords latéraux de l'encadrement étaient encore en bois noirci, mais pas en flammes. Elle prit la canne qu'elle ne portait plus. Elle l'avait ramassée sans s'en rendre compte en sortant de la cuisine. Et elle cogna le panneau de bois sur le côté gauche, encore et encore, jusqu'à ce qu'une planche cède et fasse un espace. Elle entra dans un nuage de fumée noire. Elle ne voyait plus rien. Zéro visibilité, comme dans un véhicule blindé rempli de gaz de combustion. Elle savait où était la traction. Droite devant, à 4 mètres. Elle avança à tâtons, les bras en avant. Ses mains touchèrent le capot. Elle chercha la poignée de la portière avant, la trouva, l'ouvrit. Le frein à main. Elle le relâcha. Maintenant la pente. Est-ce qu'il y avait une pente? Oui. Légère de la porte vers le fond. La porte, c'était dehors. Boomer aboya depuis l'extérieur. 3 fois, sec, directif. Élise se plaça à l'avant de la traction, dos au capot, et elle poussa. L'acier était chaud. Ses paumes brûlaient. Elle poussa en prenant appui sur sa jambe droite. Toute sa force dans les cuisses et le bas du dos. Et la voiture bougea. Lentement d'abord, les pneus à plat traînaient sur le bois du plancher. Puis de plus en plus vite, guidés par la légère pente. Boomer aboya encore. À gauche. Élise corrigea la trajectoire d'un coup d'épaule. Elle toussait sans interruption maintenant, les poumons brûlés par la fumée. Elle ne voyait toujours rien. Puis un courant d'air sur ses chevilles, l'ouverture de la porte, et la traction franchit le seuil en cahotant sur les galets de la cour. Élise sortit derrière elle et tomba à genoux dans l'air froid. Elle resta là, à 4 pattes sur les galets, à tousser et à respirer par alternance. Boomer était contre elle, son flanc chaud contre son épaule. Les pompiers arrivent vite dans les villages provençaux quand il s'agit de feu. Quelqu'un avait appelé, peut-être Élodie qui habitait à 200 mètres et dormait fenêtre ouverte. Le camion entra dans la cour 7 minutes plus tard. La traction était dehors. La porte du garage brûlait toujours, mais les murs de pierre tenaient. Les pompiers éteignirent l'incendie en moins d'une demi-heure. Quand le chef de groupe s'approcha d'Élise pour prendre sa déposition, elle lui montra ce qu'elle avait trouvé contre le mur de pierre à droite de la porte calcinée, dans le halo de la lampe torche des pompiers. Un jerrycan en métal, vide, renversé sur le côté, et collé sur sa paroi une vignette de péage autoroutier. Écriture thermique encore lisible. Date du jour précédent. Sens de circulation. Lyon direction Marseille. Le lendemain matin, 2 gendarmes de la brigade de Tarascon se garèrent devant le Maaz à 9 heures précises. Ils étaient polis, méthodiques, le carnet à la main. Élise leur donna ce qu'elle savait. Le jerrycan, la vignette, le nom de Julien Auclair, sans omettre les circonstances. L'offre d'achat sous-évaluée, la visite non annoncée, la connaissance inexpliquée de l'existence du garage. Les gendarmes notèrent tout. Ils repartirent en disant qu'une convocation serait envoyée à M. Julien Auclair dans les meilleurs délais. Ils avaient l'air de 2 hommes qui connaissèrent leur affaire et qui n'aimaient pas les gens qui mettèrent le feu au bien d'autrui. L'attraction passait la nuit dehors depuis l'incendie, calée sur des parpaings qu'Élise avait trouvés dans la remise. La porte calcinée du garage avait été condamnée avec un panneau de contreplaqué posé par Bruno, le mari d'Élodie, sans qu'on le lui demande. Cette nuit-là, Élise dormit dans la voiture. Elle avait mis une couverture sur le siège arrière et laissé la vitre entr'ouverte pour Boomer, qui patrouillait autour de l'attraction par cercles réguliers, veillant. L'intérieur sentait le vieux cuir, la poussière froide et une légère odeur de fumée qui venait de ses propres cheveux. Elle dormit mieux que depuis son arrivée au MAS. D'un seul bloc, 5 heures sans interruption, sans rêve qu'elle aurait su nommer. Au matin, elle nettoya l'intérieur de la voiture avec méthode. Elle commença par le tableau de bord, les poignées, le volant, un chiffon humide, passage par passage.
puis les sièges, puis le sol de l'habitacle, puis le coffre. Elle avait soulevé le tapis du coffre pour le secouer dehors quand son pied fit un bruit différent. Pas le son plein d'une tôle sur de la structure. Un son creux, légèrement sourd, comme on tape sur une caisse en bois. Elle s'accroupit. Elle pressa le plancher du coffre du plat de la main à différents endroits. 3/4 solides. 1/4, côté gauche, vers le fond, qui sonnait différemment. Elle traça le contour avec le doigt. Un rectangle d'environ 90 cm sur 30. Elle chercha un bord, un angle, un espace pour passer les doigts. Rien de visible. Elle prit son couteau suisse, passa la lame dans le joint entre le tapis et la tôle, et fit levier. Le plancher se souleva. En dessous, une cavité. Sombre, propre. Pas de poussière à l'intérieur, comme si l'espace avait été scellé hermétiquement. Et au fond de cette cavité, une boîte en fer blanc rectangulaire, couleur éteint, avec un couvercle fermé à la cire. La même cire sombre que dans la serrure du garage. Les mains d'Élise tremblaient légèrement. Elle s'en rendit compte seulement quand elle tenta de prendre la boîte. Ses doigts n'étaient pas fermes. Elle attendit une seconde, les 2 paumes à plat sur ses cuisses. Puis elle prit la boîte et la posa sur le sol de la cour. Boomer s'approcha, renifla le tour du couvercle et s'écarta d'un pas. Élise brisa le seau de cire avec son couteau. Le couvercle s'ouvrit avec un petit bruit sec, la pression s'égalisant entre l'intérieur et l'air du printemps provençal. À l'intérieur. D'abord une feuille de papier pliée en 4, du papier épais, légèrement jauni. Élise la déplia. Une liste de 47 noms, écrits à l'encre bleue, avec pour chacun une date et une destination. Certains noms étaient motifs français. D'autres allemands, polonais. 2 noms anglais avec RAF entre parenthèses. À côté de chaque nom, une lettre. A pour arriver, confirmée d'une coche supplémentaire. 47 noms. 47 coches. Dessous, liés par un ruban de tissu décoloré, des enveloppes. Une dizaine. Certaines portaient des timbres étrangers. Israéliens, américains, suisses. Toutes adressées à Henri Auclair, Mas des Oliviers, Saint-Rémy de Mauriac. Toutes ouvertes, lues, soigneusement replacées dans leur enveloppe. Des lettres de remerciement. Élise en lut 3 en diagonale, debout dans la cour, et dut s'arrêter. Sous les enveloppes, un carnet en cuir noir. Le journal d'Henri, elle le reconnut à l'écriture, la même que sur les photos, sur le livret de famille. Elle l'ouvrit au hasard. Une entrée datée de janvier 1945. Lucien me manque à chaque réveil. Je ne peux pas écrire plus que ça aujourd'hui. Elle referma le carnet. Et tout au fond de la boîte, glissée contre la paroi, une photographie. Petit format, bord blanc dentelé comme les photos des années 60. Une terrasse en pierre, un figuier, une table de jardin. Un vieil homme aux cheveux blancs avec des lunettes rondes. Henri vieux, Henri qu'elle avait connu de loin. Et sur ses genoux, une petite fille aux cheveux châtains en désordre, en robe bleue à pois blancs. Élise retourna la photo. Au dos, à l'encre noire, une écriture ferme et ancienne. Pour Élise, quand elle sera prête à comprendre ce que nous faisons avec nos mains. Elle s'assit sur les galets de la cour, les dos contre la roue avant de la traction, la photo dans les 2 mains. Elle avait 4 ans sur cette photo. Elle ne se souvenait pas de cette journée. Elle ne se souvenait pas de ce figuier, de cette terrasse, de cet homme aux cheveux blancs qui la tenait sur ses genoux. Mais la petite fille sur la photo avait l'air très tranquille là où elle était. Comme si elle ne voulait pas bouger. Boomer vint s'asseoir contre elle. Élise posa sa joue sur le haut de son crâne chaud. Le mistral soufflait doucement entre les oliviers. Pas le mistral de tempête des premières nuits. Un mistral doux, printanier, qui faisait frémir les feuilles argentées et portait une odeur de thym et de pierres sèches. Élise resta là un long moment, sans chercher à comprendre plus que ce qu'elle comprenait déjà. Que cela suffirait pour aujourd'hui. Julien Auclair fut convoqué à la gendarmerie de Tarascon 4 jours après l'incendie. Il avait un avocat et un alibi. Une chambre d'hôtel à Arles, réservée à son nom, pour la nuit en question.
La réservation était réelle. Le lit avait été utilisé. Son nom était dans le registre. L'enquête pour incendie criminel fut ouverte mais ralentie. Les gendarmes n'avaient qu'une vignette de péage et un jerrycan sans empreinte exploitable. Julien Auclair transpira lors de l'audition. Un témoin de la gendarmerie le dirait plus tard à Élodie, qui le répéterait à Élise. Mais il ne craqua pas. Il repartit de Tarascon dans son Range Rover, sans être mis en examen, sans sourire. Élise ne s'occupait plus de Julien. Elle s'occupait de la traction. Elle avait commandé les pièces nécessaires à un spécialiste de véhicules anciens à Marseille. Un homme du nom de Ferrand, 60 ans, client habituel d'une revue de mécanique ancienne, recommandé par Gaspard dont Élise ne savait pas encore qu'il existait. La liste était longue mais pas impossible. 4 chambres à air et pneus d'époque, des joints de culasse, 2 courroies, une pompe à eau, les plaquettes de frein avant et la garniture de frein arrière, de l'huile moteur 30 watts, quelques mètres de câblage électrique en coton tressé pour remplacer ce qui était cassant. Elle avait aussi commandé la peinture. Un noir profond, brillant, le même que l'origine. Un code couleur qu'elle avait trouvé dans une notice technique de 1947, dans la documentation en ligne d'un club de traction avant, dont les membres écrivaient comme des ingénieurs et des amoureux à la fois. C'est Élodie qui lui parla de Gaspard Vidal. « Tu sais qu'il y a un vieux dans les collines qui a travaillé avec ton grand-père » dit Élodie un matin, posant sa fougasse quotidienne sur la table de la cuisine. « Gaspard Vidal, 82 ans. Il vit seul là-haut, il sort 1 fois par semaine pour ses courses. Il a une 2 chevaux qu'il bricole lui-même. Quand il a su que tu étais là et que tu avais ouvert le garage, il a demandé de tes nouvelles au boucher. » Élise alla le voir le lendemain. La maison de Gaspard Vidal était une bâtisse de pierre serrée contre le flanc d'une colline, entourée de chênes verts. Une 2 chevaux gris métal était garée devant, capot ouvert, un chiffon posé sur l'aile. Gaspard était dans la cour, une clé en main, une casquette de velours marron vissée sur la tête malgré le soleil. Ses mains étaient celles d'un homme qui a travaillé de ses mains depuis ses 16 ans. Larges, déformées aux articulations, mais qui tenait l'outil avec une économie de gestes que rien n'entamait. Il regarda Élise arriver sans bouger. Il regarda la canne, la démarche, le malinois. Il dit « Tu as les mains d'Henri aussi. » Élise baissa les yeux vers ses propres mains, les callosités sur les paumes, les coupures légères sous les doigts, les mains d'une mécanicienne. Elle ne dit rien. « J'ai appris l'incendie, » dit Gaspard. Il posa sa clé sur le capot de la 2 chevaux. « C'est Julien qui a fait ça. » Ce n'était pas une question. « Probablement. » Il hocha la tête. Son père lui avait parlé de la traction. Il attendait l'héritage depuis 20 ans. Il ramassa un chiffon, s'essuya les mains lentement, le plia en 4. Moi, j'ai attendu autre chose. Il rentra dans la maison et revint avec une caisse à outils en métal gris, ancienne, avec des inscriptions gravées sur le couvercle. Il la posa au pied droit d'Élise. « J'ai attendu 40 ans pour reprendre ce chantier, » dit-il. Henri m'a laissé commencer en 1982. On avait démonté le moteur jusqu'au bloc. Et puis sa femme est tombée malade et on a tout rangé. Il regarda la caisse à outils. Ces outils sont restés dans mon grenier depuis. Élise regarda la caisse, puis elle regarda Gaspard. « Quand est-ce que tu veux commencer ?» dit-elle. Il prit sa casquette, l'ôta, la remit. « Maintenant, ça me va. » Gaspard descendit de sa colline le lendemain avec sa 2 chevaux chargés de la caisse à outils et de 2 boîtes en carton de pièces diverses qu'il avait conservées depuis 40 ans. Joints, vis spéciales, clips de carrosserie qu'on ne fabriquait plus. Le nouveau garage provisoire était la grange attenante au mas, que Bruno avait aidé à nettoyer et à équiper de 2 ampoules supplémentaires la veille. Ils travaillaient sans beaucoup se parler. Gaspard connaissait la traction de l'intérieur. Il avait appris avec Henri. Et Élise apprenait vite avec ce regard qu'ont les mécaniciens formés à l'armée, qui voient un système et cherchent d'abord à comprendre pourquoi il est conçu comme ça avant de le démonter. Ils se complétaient bien.
La nouvelle se répandit dans le village avec la vitesse propre aux petits endroits. Élodie en parla à ses clients du matin. Un soir, le boucher frappa au portail avec une bouteille de vin des Baux et resta 1 heure dans la grange à regarder l'attraction, les bras croisés, en hochant la tête. L'institutrice à la retraite, Madame Fabre, amena ses petits-enfants un mercredi après-midi parce qu'elle avait quelque chose à leur montrer. Le maçon du village, sans prévenir, vint un samedi matin avec un sac de ciment et rebâtit la porte du garage original en pierre. Pas en bois cette fois. Élise ne les avait pas invités. Ils venaient parce que quelque chose se passait ici, quelque chose de concret et de vrai, et que dans un village de 1400 habitants, ça ne se refuse pas. Élodie lança une cagnotte en ligne pour restaurer l'attraction du réseau du Mistral. Élise l'a pris seulement quand Élodie vint lui montrer l'écran de son téléphone. 4 800 € en 3 jours. Élise dit qu'il n'en était pas question. Élodie dit que ça avait déjà été fait et qu'on n'allait pas rembourser les gens maintenant. Elles se regardèrent. Élise céda. C'est Élodie encore qui eut l'idée des réseaux sociaux. Une courte vidéo d'Élise et Gaspard en train de travailler sous le capot, accompagnée de quelques lignes sur l'histoire du réseau du Mistral et des 47 passages. Élise refusa d'être filmée de face. Élodie filma les mains de Gaspard qui tiennent une clé à pipe, les mains d'Élise qui ajustent un joint de culasse, les 2 paires de mains ensemble sur le bloc moteur. La vidéo dépassa 2 millions de vues en 10 jours. France 3 Provence appela le 12e jour. Élise prit le téléphone, écouta, dit qu'elle réfléchirait. Elle réfléchit 2 jours. Puis elle dit oui, à la condition qu'on parle de Henri et de Lucien Auclair, pas d'elle. C'est à cette période que Julien Auclair fit sa dernière tentative. Il envoya une lettre recommandée au notaire de Tarascon contestant l'héritage, arguant qu'Henri était en état de sénilité au moment de la rédaction de son testament. Il citait 2 témoins dont l'un était un ancien employé de notaire à Lyon, que personne ne connaissait ici. Le père Mathieu fut convoqué comme témoin de l'état mental d'Henri dans ces dernières années. Il vint au tribunal de grande instance d'Avignon dans sa soutane du dimanche, propre, repassée, et dit que Henri Auclair était l'homme le plus précis et le plus lucide qu'il ait connu jusqu'à ces derniers jours. Il dit aussi que Henri lui avait dicté lui-même la liste de ses dispositions testamentaires en mars 2019, debout au presbytère, sans s'asseoir, avec une mémoire parfaite des noms et des adresses. Gaspard témoigna par écrit. Le notaire témoigna en personne. Julien Auclair perdit la procédure. Il fut également mis en cause pour incendie criminel par les gendarmes sur la base de nouveaux éléments. Une station-service sur l'autoroute dont les caméras avaient y filmé un Range Rover noir s'arrêtant acheter du carburant dans un jerrycan métallique le soir de l'incendie. Son avocat négocia. L'affaire suivrait son cours. Il ne revint jamais à Saint-Rémy de Mauriac. 6 mois après l'ouverture du garage, la traction avant était prête. C'était un soir de fin d'automne, le ciel encore clair à 18 heures, les oliviers dans leur lumière oblique d'or pâle. Gaspard était là, appuyé contre le mur de la grange, les bras croisés, la casquette sur la tête. Élodie était là avec Bruno. Le père Mathieu était venu à pied depuis l'église, son manteau sur sa soutane. L'institutrice Madame Fabre, le maçon, le boucher. Une dizaine de personnes du village comme ça, sans qu'on les ait convoquées. Juste parce que tout le monde savait que ce soir, c'était ce soir. L'attraction était noire. D'un noir brillant et profond qui captait les derniers rayons du soleil et les renvoyait en une lumière légèrement plus chaude que l'acier. Le cuir des sièges avait été reconditionné, beige, doux, avec les coutures d'origine refaites à l'identique. Les chromes brillaient. Les pneus étaient même fermes, noirs, sentèrent le caoutchouc neuf. Le moteur avait été revenu à la vie pièce par pièce, la culasse, les soupapes, la pompe à eau, l'allumage, et Élise l'avait entendu tourner pour la première fois 3 jours plus tôt dans la grange. Un ronronnement régulier et grave qui lui avait fait monter quelque chose dans la gorge qu'elle avait ravalé en toussant. Ce soir, il s'agissait de l'emmener dehors. Élise ouvrit la portière avant gauche. Elle s'assit au volant.
Le cuir du siège avait la fermeté et la tiédeur d'un objet qui avait été attendu longtemps. Elle posa les deux mains sur le volant, un volant backlight à 3 branches, froid d'abord, puis qui prenait la chaleur des paumes. Elle regarda droit devant elle, vers la cour du mas, vers les oliviers dans la lumière du soir, vers le portail en fer forgé entr'ouvert. Elle tourna la clé. Le moteur démarra au premier tour. Pas un raté, pas une hésitation, un démarrage propre, direct, ce grondement grave et rond que les moteurs de cette époque avaient et que rien d'autre ne remplaçait. Les gens dans la cour ne dirent rien pendant 2 secondes. Puis Gaspard applaudit, 2 mains lentes, mesurées, et tout le monde suivit. Élise n'entendit pas les applaudissements vraiment. Elle était dans la voiture et le moteur tournait sous ses mains, et elle pensait à l'écriture au dos de la photo. Pour Élise, quand elle sera prête à comprendre ce que nous faisons avec nos mains. Elle pleurait. Pas beaucoup. Une seule chose à la fois, les yeux qui coulent un peu, la mâchoire serrée, la respiration tenue. À la française, elle passa la première. L'attraction roula hors de la grange, franchit le seuil du portail, s'engagea dans le chemin de terre entre les cyprès. Élise la fit tourner au bout du chemin et la ramena dans la cour, et la cour sentait la lavande et le diesel chaud, et les gens de Saint-Rémy-de-Mauriac applaudissaient, et le père Mathieu avait ôté ses lunettes pour les essuyer. 3 semaines plus tard, une femme d'une 60aine d'années arriva à Saint-Rémy-de-Mauriac en taxi depuis Avignon. Elle avait des cheveux gris coiffés en arrière, une veste en laine bleue, une valise à roulettes. Elle s'appelait Sarah Weiss. Elle venait de Tel Aviv. Elle était venue avec sa mère. Rachel Weiss avait 84 ans. Elle avait voyagé depuis Tel Aviv avec une escale à Paris, un repos de 2 nuits dans un hôtel d'Avignon pour se remettre du décalage horaire, et ce matin, elle était là, dans un fauteuil roulant que Sarah poussait sur les galets du chemin. Elle était petite, maigre, avec des mains qui tremblaient légèrement au repos. Elle portait un manteau clair et regardait autour d'elle avec des yeux qui prenaient le temps. Élise les attendait devant le portail. Elle avait vu le reportage de France 3, qui avait vu la vidéo, qui avait vu la liste des 47 noms. Et parmi les 47 noms, quelqu'un avait reconnu le nom de Rachel. Ou plus exactement, Sarah Weiss l'avait reconnu. Elle cherchait depuis 20 ans les traces du passage de sa mère et de son grand-oncle en 1944. Le notaire avait transmis les coordonnées. Élise avait écrit. Sarah avait répondu. Elle s'était tout dit les choses nécessaires par email, sans beaucoup de mots. Élise ouvrit le portail et s'écarta. Sarah poussa le fauteuil de Rachel dans la cour. Boomer vint renifler le fauteuil, décida que c'était bien et alla s'asseoir à côté. Rachel Weiss regarda la cour, les oliviers, la façade du mas. Puis elle regarda l'attraction, garée près du mur, au soleil. Elle ne dit rien. Sarah posa une main sur l'épaule de sa mère. Rachel dit quelque chose en hébreu que Sarah ne traduisit pas tout de suite. Puis, elle dit qu'elle savait que la voiture était noire. Elle se souvenait du noir. Sarah poussa doucement le fauteuil vers l'attraction. Rachel tendit le bras quand elles furent à 1 mètre. Sa main tremblante trouva le capot, le métal noir chauffé par le soleil d'automne, et elle posa la paume dessus. Elle ferma les yeux. Élise resta à 2 pas. Elle regardait la main de Rachel Weiss sur le capot de l'attraction, et elle ne cherchait pas à voir l'expression de son visage. Ce n'était pas pour ça qu'elle regardait. Elle regardait la main d'une femme de 84 ans qui avait 6 ans en 1944 et qui était allongée dans l'obscurité du double plancher pendant 4 heures dans le froid des Alpes provençales, sans faire de bruit, parce qu'on lui avait dit de ne pas faire de bruit. Sous cette main, la même tôle. Le musée de la Résistance de Lyon avait contacté Élise par courrier 2 mois plus tôt, avant même la fin de la restauration. Ils proposèrent d'exposer l'attraction 6 mois par an dans leur salle permanente, avec la documentation complète, la liste des 47 noms, les lettres, le journal d'Henri, les photos. La voiture resterait la propriété d'Élise. Elle reviendrait au mât pour les 6 autres mois. Élise avait accepté, ce n'était pas pour le musée. C'était parce que les 47 noms méritèrent d'être dits dans un lieu où les gens venaient exprès pour écouter. Henri ne l'avait pas voulu de son vivant.
Peut-être qu'il avait eu tort, peut-être pas. Mais lui était mort, et Élise était là, et ces deux choses ensemble voulaient dire qu'elle pouvait décider autrement que lui, sans le trahir. L'atelier Henri ouvrit au printemps suivant. C'était le garage original, reconstruit en pierre par le maçon du village, agrandi d'une annexe en bois clair donnant sur l'Oliveraie. Une école de mécanique. Pas un atelier de restauration de voitures anciennes, pas un garage commercial. Une école pour les vétérans blessés, ceux qui sortirent de l'armée avec des corps abîmés et des têtes qui tournèrent trop vite. Ceux qui ne savaient plus comment occuper leurs mains dans la vie civile. Le programme avait été construit avec un médecin militaire rencontré à l'hôpital de Percy. Un homme qui croyait à l'utilité thérapeutique du travail manuel pour les syndromes post-traumatiques. Et avec Gaspard, qui avait accepté de venir 2 demi-journées par semaine enseigner la mécanique ancienne à des gens qui n'y connaissaient rien, avec une patience infinie et une exigence silencieuse qui lui venait d'Henri. Élise n'avait pas cherché de financement public les premiers mois. La cagnotte d'Élodie, le reportage et les dons qui avaient suivi avaient recouvert l'essentiel des travaux. La région avait ensuite accordé une subvention au titre du patrimoine et de la réinsertion. Une fondation liée aux anciens combattants avait suivi. Le premier stagiaire arriva en avril. Il s'appelait Théo, 26 ans. Sergent d'infanterie, blessé en opération extérieure. 2 vertèbres, une hanche, une main en partie reconstituée. Il conduisait avec l'autre main depuis sa rééducation. Il ne savait pas se servir d'une clé à pipe. Élise lui apprit. Gaspard lui apprit. La main reconstituée de Théo apprit qu'elle savait encore tenir un outil si on la laissait aller lentement. Le soir de l'inauguration officielle, quand les derniers visiteurs furent repartis et que les lumières de la cour furent éteintes, Élise resta seule dans le garage. L'attraction était là, contre le mur, garée dans l'obscurité. Elle n'était plus sous bâche. Elle était là, simplement, comme une voiture qui appartient à un endroit et qui n'a pas besoin d'être cachée. Élise alla vers elle. Elle posa la main sur le capot, comme Rachel Weisz l'avait fait. La même paume, la même tôle. Le métal était froid maintenant, la nuit venue. Elle dit très doucement « Merci, papy ». Elle referma doucement le capot. Dehors, dans les oliviers, le mistral se levait. Pas le mistral de tempête, pas le mistral de menace. Un mistral léger, printanier, qui entrait par la porte du garage entr'ouverte et faisait frémir le chiffon posé sur l'établi. Boomer dormait sous l'établi, une patte sur la truffe, le flanc qui se soulevait régulièrement dans le noir. La lumière du couchant passait par la petite fenêtre du fond et posait une ligne orange sur le capot de l'attraction. Et le mistral soufflait et soufflait encore, et ne s'arrêtait pas.